Dans cette vidéo, nous allons voir l'indice des prix à la consommation comme application du calcul différentiel. L'indice des prix à la consommation, c'est quoi? Ben, c'est une moyenne pondérée sur des coûts de plus de 600 biens et services. Là, je parle au Canada. Je ne sais pas si c'est pareil partout dans le monde, mais en tout cas au Canada, c'est plus de 600 biens et services. Et à ce moment-ci, ben, on va regarder, par exemple, ça compte le logement, ça compte le prix d'un logement, ça compte tout l'habillement, ça compte les moyens de transport, l'essence, vous allez avoir aussi l'alimentation, donc etc. Vous en avez plus de 600 biens et services et on regarde l'évolution des prix et on va faire un indice avec tout ça. Donc on fait une moyenne pondérée de tout ça pour obtenir un indice. Et à partir de cet indice-là, on va calculer le taux d'inflation. Et ça, le taux d'inflation, c'est intéressant parce qu'on peut voir, dans le fond, c'est qu'on voit la perte du dollar. Par exemple, au Canada, c'est la perte du dollar, de chaque dollar, combien il perd relativement à l'année précédente. Donc, par exemple, disons le coût on pourrait le dire, le coût d'un ensemble de 600 biens et services cette année était de 100 dollars. L'année prochaine est passé à 120 dollars. J'exagère, mais disons qu'il est passé à 120 dollars. Donc, on va avoir le même lot de biens et services qu'on achetait cette année à 100 dollars, on l'achète à 120 dollars l'année prochaine, ce qui veut dire qu'on a eu une augmentation de 20%. Donc, les choses coûtent 20% plus cher. Donc, à ce moment-ci, c'est ce qu'on va regarder avec le taux d'inflation. Et comment on calcule ça? Ben, c'est l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, autant, dans le fond, à l'année prochaine, moins, plutôt l'année prochaine, excusez, la deuxième année, moins le temps, l'IPC au temps initial, donc l'IPC au temps 2 moins l'IPC au temps 1, sur l'IPC au temps 1. Et il faut que ça soit 2 années consécutives. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué C plus 1. Donc, si on est en 2016, et il va falloir regarder, si on veut le faire en 2016, il va falloir faire en 2016 par rapport à 2015 sur l'année 2015 pour voir le taux d'inflation de 2015 à 2016. Maintenant, supposons que l'on ait la fonction de l'IPC. La fonction de l'IPC c'est une fonction qui donne l'IPC en fonction du temps. Et il faut toujours avoir une année de base. Donc, l'année de base ici est comptée comme étant l'année 2000. C'est un exemple. OK? Et à ce moment-ci, t est égal à 0. T est égal à 0, c'est l'année de base. Donc, on peut aller jusqu'à 2009. Donc, on a 2000, 2001, 2002 jusqu'à t est égal à 9 pour 2009. Le taux d'inflation, lui, va être calculé comment? Bien, il va être calculé de IC plus 1 moins I de C sur I de C. Donc, l'IPC au temps C plus 1 moins l'IPC au temps C par rapport à l'IPC au temps initial. Donc, en utilisant la fonction, bien sûr. Mais là, je pourrais utiliser cette fonction-là, mais la réécrire d'une autre façon. Donc, IPC au temps C plus 1 moins l'IPC au temps C sur C plus 1 moins C. Ce que j'ai fait là, ici, c'est au lieu d'avoir une soustraction de deux choses, je l'ai vu comme un taux de variation moyen entre deux périodes consécutives. Donc ici, j'ai la fonction en C plus 1 moins la fonction en C sur C plus 1 moins C, ce qui veut dire différence des Y sur la différence des X. Et qu'est-ce qu'on constate? C plus 1 moins C, ça donne bien 1. Donc, on a une division par 1, ce qui veut dire qu'on revient exactement à ce qui était avant. Donc, je n'ai vraiment pas changé le problème, je l'ai juste réécrit d'une autre façon. Mais, comme les deux périodes consécutives, ces deux périodes qui sont près l'une de l'autre, ben, dans le fond, la distance entre les deux années est très proche, ces deux années consécutives. Ce qu'on fait, c'est qu'on pourrait dire, au lieu de calculer ce taux de variation-là ou calculer seulement la différence entre les deux, ce qui pourrait être beaucoup plus facile, comme ces deux périodes qui sont consécutives, qui sont très près l'une de l'autre, on pourrait faire une approximation en disant, ben, ça ici, deux périodes qui sont très près l'une de l'autre, c'est la même chose de dire que c'est la dérivée de la fonction évaluée en C. Donc, c'est une dérivée, vu que les deux périodes consécutives sont très près l'une de l'autre, et divisé par I de C. Donc, on pourrait utiliser le taux d'inflation et le définir de la façon suivante. I' de C sur I de C. Bien sûr, c'est une approximation, parce que la vraie façon de le calculer, ça serait de la façon suivante. Sauf que, question de rapidité, on pourrait calculer avec I', et à ce moment-là, ça serait plus rapide. Faisons un petit exemple maintenant. Ici, on a toujours la fonction de l'IPC.
et t est égal à 0, donc correspond à l'année 2000. Si je veux calculer le taux d'inflation de 2004 à 2005, la façon de faire, normalement, je devrais remplacer en 2005. Ici, je devrais remplacer t par 5. Et ensuite, je calcule la t à 4. Et je fais la soustraction entre les deux. Et après ça, je divise ça par i de 4. Donc, c'est le taux de variation moyen qu'on a vu divisé par i de 4, comme on l'a vu tantôt. Sauf que pour 2 années consécutives, ce qu'on a vu, c'est que le taux de variation moyen, qui est au numérateur, va être relativement près de la dérivée évaluée, en 4 dans ce cas-ci. Donc, ça ne sera pas pareil, c'est pour ça qu'on met une approximation, mais c'est beaucoup plus rapide à calculer. Donc, on peut se servir de la dérivée pour évaluer un taux de variation qui est pour 2 valeurs consécutives, vu que les 2 valeurs sont très près l'une de l'autre. Donc, ce qu'on peut faire, c'est, pour utiliser cette formule-ci, donc je dois calculer I' de t, je dérive, et ensuite je l'évalue en 4 pour 2004, donc t est égal à 4. Ça me donne 14,4 de variation par rapport à ce que j'avais en 2004 qui était de 135,2. Donc j'ai eu une augmentation de 14,4 par rapport à 135,2, ce qui me donne 10,7% d'augmentation. Donc mes 600 biens et services vont avoir augmenté en moyenne de 10,7%. Je pourrais faire la même chose pour 2006 à 2007. 2006 à 2007, encore une fois, je calcule la dérivée. Je l'évalue en t est égal à 6, parce qu'on est en 2006. Ça me donne 14,4 encore une fois, c'est un hasard, c'est comme ça. Et i de 6, 164,8, donc j'ai une augmentation de 14,4, mais par rapport à 2006, qui était à 164,8, ce qui veut dire que ma formule i' de 6 sur i de 6 va me donner une augmentation de 8,7%. Donc mon taux d'inflation de 2006 à 2007 a été de 14,4 sur 164,8, donc ça a augmenté seulement de 8,7%. Maintenant, on pourrait se poser une autre question. Est-ce que l'inflation accélère en 2004, en 2006? Donc là, on sait que le taux d'inflation de C à C plus 1, c'est I' de C sur I de C. Mais qu'est-ce qu'on entend par accélère? L'inflation qui accélère. Donc, juste un petit topo là-dessus. La vitesse. Vitesse, c'est quoi? Une vitesse, c'est un taux de variation instantanée de la fonction en un point. Donc, si on a une fonction quelconque, taux de variation instantanée, donc l'étude de la pente de la tangente. Donc, quand on dérive, on fait un taux de variation instantané. On va calculer, dans le fond, une vitesse. Okay? Donc, on peut avoir une fonction qui va déterminer la position en fonction du temps et la position d'un objet en fonction du temps. Lorsqu'on dérive, ben, on va avoir un taux de variation instantané qui va être une distance parcourue par rapport au temps. Une distance parcourue par rapport au temps, par exemple des kilomètres par heure, ça va nous donner une vitesse, kilomètre par heure. Donc, un taux de variation instantanée, la fonction, c'est la vitesse. Et si on calcule, dans le fond, la dérivée de la vitesse, donc si on calcule la variation de la vitesse, ben, si ma vitesse augmente, j'accélère. Donc, si ma vitesse, donc je suis à une certaine vitesse, disons 10 km/h, je suis rendu à 20 km/h, je suis rendu à 30 km/h, 40 km/h, donc ma vitesse augmente, qu'est-ce qui se passe? J'accélère. Donc, l'accélération, c'est le taux de variation instantanée de la vitesse en un point. Donc, à ce moment-là, mon accélération, c'est je regarde comment se comporte ma vitesse. Puis ma vitesse, c'est quoi? C'est la tangente à la courbe. Donc, l'accélération peut être vue comme étant la dérivée de la dérivée. Et si on regarde ici, ça c'est la courbe justement de l'IPC qu'on avait tantôt. En t est égal à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, en dessous, j'ai marqué les pentes. Les pentes, c'est quoi? C'est la vitesse dans le fond. Okay? C'est le taux de variation qu'on peut voir comme étant la vitesse. Si je veux regarder l'accélération, il faut que je regarde comment se comportent les tangentes. Vous voyez? Ici, au départ, je suis à 5,4, 9,6, 14,4, 15, ainsi de suite. Donc, vous voyez, ça augmente, puis après ça recommence à diminuer. Aux alentours d'ici, à peu près, là, vous allez voir, 14, 15, 14,4, 12. Okay? Donc, mes pentes augmentent, et là, ils recommencent à diminuer. Donc, la pente augmente, diminue, augmente, diminue. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Donc, on va étudier la pente, la variation finalement de la vitesse. Et la variation de la vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée seconde.
donc la dérivée de la dérivée. Revenons à notre exercice. On se pose la question, est-ce que l'inflation accélère en 2004 et en 2006? On a la formule du taux d'inflation. Comme on vient juste de le voir, on avait les pentes sur la petite animation précédente. On avait les pentes qui passaient de 5,4 à 9,6 à 12,6 à 14,4 puis à 15. Et ensuite, à partir de 15, elle diminuait. Donc 14,4, 12,6, 9,6. Dans la première partie, on voit que les pentes sont croissantes. On a une variation qui est croissante, dans le fond, on a une variation de pente croissante. Et ici, on a des pentes qui diminuent. Elles sont toujours positives, les pentes. Sauf que ici, elles augmentent, elles augmentent, elles augmentent, tandis qu'ici, elles augmentent, elles sont toujours positives, sauf qu'elles commencent à diminuer. Les pentes commencent à diminuer. Elles partent de 15, se rendent à 9,6, donc elles diminuent. Ça se traduit comment, ça? Ben, la dérivée première me donne les pentes, et la dérivée seconde va me donner si elle est croissante ou décroissante, dans le fond, si les pentes sont croissantes ou décroissantes. Fait que dans le fond, la dérivée seconde regarde la variation des pentes. Et ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la dérivée seconde comme on l'a mentionné tantôt. Ce qui veut dire que je pars de 5,4 à 15, donc j'ai une variation croissante. Ça se traduit comment? Mais ça va se traduire avec une dérivée seconde qui va être positive. Tandis qu'ici, j'ai des pentes qui sont décroissantes. Comme elles sont décroissantes, la dérivée seconde va être négative. Donc, tout ce qui m'intéresse à calculer dans ce cas-ci, si on fait juste regarder la formule du taux d'inflation, tout ce que je veux regarder, c'est la dérivée de la dérivée. Dans le fond, je veux regarder la variation de I'. Et la variation d'I', c'est la dérivée seconde. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va prendre la dérivée première que je dérive une deuxième fois, donc moins 1,2t plus 6. Donc, je fais juste regarder la variation de I', donc la variation de la dérivée. Et à ce moment-là, je l'évalue en 4 et en 6 pour obtenir 1,2. C'est pas une surprise, on le voyait que les pentes autour de 2004, les pentes augmentaient, tandis qu'autour de 2006, les pentes commençaient à diminuer. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire dans la première partie? Pour 2004, l'inflation, on peut dire qu'elle accélère, tandis que de l'autre côté, on peut dire que l'inflation ralentit. C'est ce qui met donc fin à la présentation.